Les chasseurs d'orage face au danger, et le mot danger est très large, vous allez le voir. On va accueillir sur scène 4 chasseurs qui ont, pour certains d'entre eux, déjà participé à différentes conférences. Alors, je vais appeler pour commencer Maxence Verrier. Il sera suivi d'Alexis Maillard, d'Emeric Imberti et Gwenaël Agène. On peut les applaudir. Allez-y, installez-vous. Il y a des fans au premier rang. C'est terrible. C'est terrible. Bon, écoutez, merci une nouvelle fois d'être là. Merci aussi à vous toutes et à vous tous d'être présents dans la salle. On l'a vu à travers des diffusions, photos, vidéos, puis à travers les nombreux témoignages lors des discussions et des conférences, des dangers présents à travers la chasse aux orages, la chasse évidemment aux tornades. Alors la question la plus simple, pour commencer, pour ouvrir le débat, quel est... pour chacun d'entre vous, le danger le plus préoccupant quand on part derrière un orage, que ce soit en France ou à l'international, en Italie ou aux États-Unis? Bon, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les dangers liés à la route, et en particulier la fatigue sur les retours de chasse. J'ai eu quelques expériences qui ont failli très mal se terminer, et je pense moi, en tout cas pour moi, c'est avant tout ça, c'est les retours de chasse et la fatigue. Et on y reviendra dans un instant. Maxence, toi Eh ben, je rejoindrai Alexis parce que la route, finalement, c'est ce qui va comporter le plus de dangers. Mais je viendrais ajouter que pour moi, c'est peut-être l'élément, ça serait le vent. Parce qu'effectivement, quand on est sur la route, le vent pouvant générer certains phénomènes. Des débris aussi, des objets. C'est ça, ouais. Qui sont vraiment, pour le coup, imprévisibles. Pour moi, je trouve que c'est quand même assez dangereux. Emeric. Alors du coup, moi forcément, je vais rejoindre mes collègues sur le sujet de la voiture en chasse, la conduite de façon générale, que ce soit pendant et après. Parce que voilà, il y a la concentration pendant, il faut rester concentré sur la route, quand on chasse seul ou même à plusieurs. Voilà, l'avantage de chasser à plusieurs, c'est qu'on peut nous-mêmes se concentrer sur la route et pas autre chose. Et aussi la fatigue accumulée qui peut faire des erreurs après. Et voilà, surtout ne pas hésiter à se poser. Voilà, on est fatigué, on se pose, on s'arrête, on prend pas de risque. Voilà. Donc la route de façon générale, pendant et après la chasse. Voilà. Gwenaël, le téléphone au volant, c'est pas bien? Je dis ça parce que... Il s'est passé effectivement deux choses. Il s'est passé deux choses. Effectivement, j'ai fait le téléphone au volant et le chewing-gum à la vidéo. Je suis désolé pour tous ceux qui ont vu la vidéo, je reproduirai pas ça. Non, sans déconner, je rejoindrai évidemment mes collègues, surtout que je pars aux États-Unis là d'ici quelques jours et je vais faire un trip solo de quasiment 3 semaines. Donc ce que j'apprends le plus évidemment, c'est la fatigue au volant, ça va de soi. Après, j'ai un métier qui me permet de connaître entre guillemets mes limites parce que je fais beaucoup de routes. Mais voilà, ça fait partie des plus gros dangers et j'ai une autre peur entre guillemets, c'est la grêle. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais la grêle me fait plus peur par exemple que la foudre. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu vas partir 3 semaines seul aux États-Unis. Est-ce que c'est pas un danger supplémentaire justement d'être seul? Et c'est pas une question piège du tout. C'est un débat qui est ouvert. Ah c'est clairement un danger supplémentaire et j'en suis conscient. Il y a beaucoup d'ailleurs de collègues chasseurs d'orage qui m'ont dit c'est une très belle expérience de faire ça seul, mais ça peut être quand même vachement dangereux, donc il faut avoir une certaine expérience. Ça fait 2 ans maintenant que je pars environ 3-4 semaines aux États-Unis. L'année dernière, j'ai déjà fait une semaine seule qui s'est très très bien passée, mais je sais que 3 semaines d'affilée, après avoir déjà fait 2 semaines avec des collègues, la fatigue va être là, etc. Il faut tout gérer. Et il faut tout gérer. Donc la route, les prévisions, le placement, tout en même temps, d'où le téléphone au volant parfois qui est... voilà. La route t'a fait peur, Alexis, plus d'une fois, et notamment sur une situation précise, je crois. En particulier, en fait, c'est la dernière fois où j'ai fait un micro-sommeil au volant en revenant d'une tentative de photographie de sprite depuis le massif des Alpes. Je repars de mon point de vue en plein milieu de la nuit à 3-4 heures du matin. Descendre la petite route, ça pose pas de soucis. Il y a des virages, des vitesses à passer, donc ça maintient concentré. Mais dès qu'on enquille l'autoroute, il y a la chape de plomb de fatigue qui s'abat. Et là, tout de suite, à force d'années d'expérience, je me connais, je sais que je vais pas tenir très longtemps. Et donc, je me dis que la première aire qui arrive, je m'arrête. Elle est à peine à 5 km, donc a priori, ça devrait bien se passer. On monte un peu le son de la radio, on ouvre les fenêtres. Et malgré tout, je fais un micro-sommeil et en fait, je me réveille en sursaut à quelques centimètres de la rambarde centrale. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai absolument personne sur l'autoroute à ce moment-là. Et au moment où je redresse la voiture et que je me remets sur la voie, je vois le panneau aire d'autoroute
autoroute à 800 mètres. Et donc en fait j'étais quasiment arrivé, mais j'ai réussi à m'endormir juste avant. Et donc là, forcément, je me mets quelques paires de claques parce que je m'engueule un petit peu. Je sais que je suis passé pas loin de la correctionnelle. Je prends la sortie et je m'installe dans la voiture. Et là, quelques heures de sommeil vraiment nécessaires, quoi. Et ça faisait combien de temps que tu étais sur la route à peu près, enfin, qu'on imagine un peu la situation? La descente de la montagne a dû prendre un petit quart d'heure. Et puis, ça faisait moins de 10 minutes que je roulais, quoi. Donc, Tu étais engagé sur le terrain pour chasser depuis? Par contre, j'étais parti depuis le milieu d'après-midi. J'avais pris un petit peu d'avance, la route pour monter, puis ensuite toute la tension et rester attentif pour la capture de sprite qui demande vraiment une attention toute particulière à observer le boîtier, voir ce qui capture. Et donc j'ai fait, il y avait en plus le boulot depuis le matin, parce qu'on était en semaine forcément, sinon c'est pas drôle. Et donc il y avait beaucoup d'heures, j'étais levé depuis, je sais plus, 4 ou 5 heures du matin, et donc voilà, on est quasiment sur 24 heures d'affilée, et voilà, c'est failli faire une grosse bêtise. Le vent, la grêle aussi, Maxence, j'ai souvenir dans l'un de tes films de voir cette route de campagne où heureusement il y avait une ferme pas très loin pour tenter de s'abriter des grêlons. Les grêlons, quand on se retrouve sous une averse intense, violente et avec en plus un diamètre sérieux, ça peut causer non seulement des dégâts mais aussi ça nécessite un arrêt immédiat de la circulation. Alors oui, en effet. Alors pour recontextualiser un petit peu ce que tu viens d'évoquer, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant, je suis du côté de Vichy, à Cogny-à-Lyon, et je me fais surprendre par un orage supercellulaire au soleil couchant. Et en fait, je me suis fait prendre dans un rideau de grêle où le premier grêlon qui est arrivé sur le pare-brise m'a explosé le pare-brise. Donc voilà, on subit les 5 minutes de grêle intensive. D'un diamètre de 7-8 cm quand même, donc on a quand même de jolis grêlons. Et puis 2 semaines plus tard, je suis avec justement Cody et un compère à lui, et on est parti du côté de Angoulême. Et donc c'était en 2022 exact. Et donc on est du côté d'Angoulême. Moi j'ai de la famille du côté d'Angoulême, mon frère, qui m'envoie un message et qui me dit on est en train de se faire balayer justement par un orage qui est grêligène. Chez lui c'est détruit. Et nous, c'est l'orage qu'on vise. Et en fait, après, derrière, via Twitter, maintenant X, on arrive à avoir justement des échos de ce qui se passe sur Angoulême. Et là, on a justement des premières photos, premières vidéos de grêle qui sont quand même assez impressionnantes. Parce que de nouveau, on a de la grosse grêle. Voilà, là, pour s'éviter des petits couacs avec l'assurance. J'avais juste dû dire qu'il n'a pas envie de payer la franchise supplémentaire. Donc voilà, donc là le but, on fuit vraiment cet orage. Et je viendrais ajouter peut-être un autre truc aussi, c'est faut faire attention donc au sommeil. Mais il y a aussi tout ce qui est les montées rapides des eaux avec les fameux aquaplaning qui peuvent arriver, même si on a réduit au préalable sa vitesse. Oui. L'aquaplaning, on le rappelle, c'est quand le pneu n'arrive pas à évacuer toute l'eau. On rentre dans on va dire une grosse flaque d'eau, que le véhicule n'a plus aucune adhérence, la voiture est soulevée, et ça envoie contre, ça fait dévier, et là pour le coup, ça je l'ai eu, ça fait quand même un drôle d'effet. Et sans conséquence, on l'espère. Alors physiquement aucune, la voiture matériel. marquée pareil par une barrière de sécurité, mais sinon rien du tout. Et pourtant la vitesse avait été vraiment réduite, mais pour le coup, ça n'a pas suffi. Émeric, une expérience, une anecdote de chasse à nous raconter? Alors moi je vais revenir sur la même journée que Maxence. Donc une journée marquée par des orages très puissants, des conditions vraiment propices à de la supercellule violente à extrême en fait. Et donc au sud de cet orage qui est passé sur Angoulême et qui a fait des dégâts, on a eu un orage encore plus destructeur au final, qui voilà, je veux dire supercellule extrême, des pans entiers de conifères coupés en deux par le vent, de la grosse grêle et des rafales de vent assez impressionnantes. Et en fait, mon anecdote sur cet orage que j'ai pas réussi à intercepter à cause d'une panne de véhicule, malheureusement. Voilà. Ça fait partie des aléas. Voilà, ça peut arriver. Et ce jour-là, donc, on était au nord de cet orage supercellulaire qui est passé sur le Ribéracois. Et il m'est arrivé quelque chose qui m'était jamais arrivé auparavant, c'est que voilà, on se met sur le bas-côté pour, on peut plus avancer littéralement. Et donc l'orage passe devant nous et au final il y avait des gens qui fuyaient l'orage et d'autres qui allaient vers l'orage sur la route pour aider en fait leur famille qui était sinistrée. Et des personnes super sympas qui se sont même arrêtées pour voir s'ils ne pouvaient pas nous aider.
Sauf que les gens qui fuyaient l'orage, eux, on n'avait absolument rien à faire. Donc voilà, quoi. Faire attention sur les situations où il peut y avoir de danger et éviter le surdanger aussi dans des situations extrêmes. Je pense que c'est quelque chose à savoir et qu'on ne vit pas forcément. Et voilà, j'ai appris pas mal de cette situation-là et c'était assez impressionnant. En fait, après chaque situation comme ça un peu tendue, après chaque track aux orages, c'est de l'expérience supplémentaire pour éviter peut-être de faire de nouvelles erreurs à l'avenir, Gwenel. Ah ben carrément, c'est surtout quand on débute. Moi personnellement, ça fait même pas 10 ans que je chasse l'orage, donc c'est vrai que au début, on se rend pas forcément compte des dangers et compagnie. J'ai failli être foudroyé malheureusement plusieurs fois par des positions que j'ai prises à flanc de falaise, des trucs comme ça. Je suis conscient entre guillemets de ces risques maintenant que j'étais pas forcément au courant entre guillemets. Enfin, j'étais au courant mais que je prenais à la légère avant. J'ai beaucoup plus peur de la foudre par exemple que quand j'ai commencé la photo de foudre il y a plus de 10 ans. Et maintenant, je fais vachement attention à ce que je fais par rapport à ça. Ouais. Alors justement, le risque de foudroiement, vous l'avez toujours en tête quand vous vous positionnez. J'ai quelques souvenirs d'un berlingot, je ne sais pas si le propriétaire de ce berlingot est dans la salle, mais où ça passe pas très loin, je ne sais pas où. Ah oui, bah voilà. Non mais et c'est vrai que ça pose question. Alors, parfois. Pardon. Tu évoques certainement un impact de foudre qui tombe très très proche de ce véhicule, c'est ça? Oui. Avec un parapluie pas très loin en plus, je crois. Alors en fait, sur la même journée, on était en train pour raconter brièvement cette anecdote, on est dans la Loire, dans la plaine du Forêt, on est au-dessus de Saint-Galmier, si je me rappelle bien, et on est en fait dans un champ qui domine bien la plaine du Forêt. Et on a un orage qui pop devant nous et qui nous permet de bien l'observer. On est en dehors des précipitations. Et inconsciemment en dehors, entre guillemets, de tout danger, puisque la foudre, pour l'instant, se fait juste entendre de façon intranuageuse, donc à l'intérieur de l'orage. Et voilà, aucun signe, aucun précurseur du potentiel danger qui nous guette. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a donc un extra-nuageux, un orage extérieur, un éclair extérieur à l'orage qui vient à tomber à quelques centaines de mètres de nous, et qui tombe vraiment proche de la voiture, faisant que même la petite loupiote, alors ça c'est sur les vidéos qu'on a, la petite loupiote du coffre vient s'allumer toute seule. Voilà. Et quand on décide de fuir cet orage, on a derrière donc l'orage qui nous poursuit un petit peu. De nouveau de la grêle aussi qui nous poursuit un rideau. Et là, pour le coup, en fuyant cet orage, au moment où on roule, on a un arbre qui est juste à notre droite. L'arbre se fait foudroyer au moment où on passe à côté. Donc là aussi, on a eu le double effet en très très peu de temps. Et c'était assez intense quand même comme situation. Petit clin d'œil à Jérémy Bégaud et sa voiture qui n'est plus. J'ai appris hier, j'ai pris des nouvelles. Elle a été changée depuis. Voilà. On peut se poser la question aussi quand on voit ces images, pour ceux qui ont eu la chance de traverser l'Atlantique et d'aller chasser les orages et les tornades aux États-Unis, des dispositifs qu'ont les chasseurs d'orage américains, des dispositifs par exemple de prévention, par exemple des dispositifs lumineux, parce que parfois vous êtes quand même amené à vous arrêter sur des bords de route, à prendre des décisions qui peuvent aussi vous mettre en danger. C'est aussi le jeu de la chasse aux orages. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire en France, ici, pour mieux se protéger quand on doit prendre une décision, s'arrêter sur le bord de la route parce que on peut pas faire autrement, elle est tellement belle la supercellule que le point de vue est indispensable. Qu'est-ce que vous en pensez de cette différence peut-être entre les États-Unis et la France? C'est pas la même culture. Et c'est pas les mêmes phénomènes non plus. Je pense qu'en fait en France, entre guillemets, pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, c'est pas forcément autant reconnu en fait en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est littéralement, ils savent qu'il y a plein de gens qui chassent les orages et nous, quand on y est allé, on s'est fait interpeller par plein de personnes qui n'étaient pas du tout chasseurs d'orage, mais des paysans ou autres, et qui nous demandaient à chaque fois est-ce qu'il va y avoir de l'orage en fait, parce que ces gens-là savent en fait qu'on est chasseurs d'orage et qu'on recherche ça. Et en France, il y en a quand même beaucoup moins. Il y en a quelques-uns quand même. Je sais que tu avais eu Alexis justement pas mal de vignerons qui te demandent des fois justement est-ce qu'il y a de la grêle, etc. J'habite dans le Beaujolais et donc je suis souvent en chasse dans les vignobles autour de chez moi. Et ça arrive régulièrement que lorsque je patiente au milieu du vignoble, il y a quelquefois les vignerons qui sont simplement en promenade, qui viennent vérifier un peu l'état des vignes. Et ils sont toujours un petit peu intrigués par une voiture garée au milieu de leur vigne et par du matos photo qui est en place. Et ça m'est arrivé de prévenir certains vignerons que malheureusement il y avait un orage de grêle très puissant qui arrivait et qui risquait d'avoir quelques dégâts. Ils n'étaient même pas au courant de la situation. Et c'est vrai que c'est assez rare en France d'avoir ce genre d'interaction, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont une vraie culture du risque orageux.
c'est ancré depuis toujours entre eux. Et je me souviens même quelquefois, quand on est arrêté au bord de la route, c'est même les shérifs des villes qui viennent nous voir parce qu'ils savent que forcément on sait ce qui va se passer, on connaît le risque et ils viennent nous demander à quoi est-ce qu'il faut qu'ils s'attendent en fait. Et comment la police justement aux États-Unis rentre en contact avec vous? Est-ce que parfois ils vous obligent à quitter les lieux ou ils vous laissent quand même manœuvre? Alors, quand on est dans une situation où il y a une tornade déjà au sol et qui traverse une route, quelquefois, on a vraiment des véhicules de police qui se mettent en travers et qui bloquent véritablement l'accès. Après, sinon, non, la plupart du temps, ils nous laissent un petit peu faire nos bêtises. Malheureusement. Et en France, vous avez déjà été, voilà, je sais pas, contrôlé par la gendarmerie, par la police? Ah ouais, j'ai une petite anecdote très drôle par rapport à ça. En fait, c'est sur mon spot qui est juste à côté de chez moi. En fait, c'est une grande nationale et les gens, c'est limité à 80, ils sont souvent plutôt autour des 110, 120 tassés. Et en fait, j'étais sur le bas-côté. Avec... Ouais. Et donc du coup je mets le trépied comme tout le monde et compagnie, je mets l'appareil photo en fait et on peut être certain que les gens font des appels de phare pensant que je suis un radar quoi. Et sur Waze, en fait je suis spoté en tant que radar quoi. Et ça me termine quoi, c'est un truc. Et j'ai eu une fois la gendarmerie qui s'est arrêtée, ils sont venus me voir, ils m'ont dit mais vous faites quoi? Et je leur dis, je fais de la photo d'orage. Alors j'ai senti, le mec, il m'a regardé avec des yeux, genre, de la photo d'orage, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et je leur ai expliqué et tout, et c'était un échange très drôle parce que je leur ai expliqué justement les shérifs aux États-Unis, etc. Et on a parlé plus d'1 heure et tout. C'était super cool, quoi. Vous n'avez pas sensation quand même qu'en France, il y a de plus en plus de chasseurs d'orage? J'ai pu échanger ce week-end avec plusieurs d'entre eux qui se disaient parfois on avait un spot qui était un peu inconnu. Et quand j'arrive sur le spot, je me retrouve avec déjà 2 ou 3 collègues ou confrères. Alors ça, c'est effectivement, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, j'ai envie de dire. Réseaux sociaux obligent, je pense. Et puis derrière, effectivement, il y avait des spots comme le fameux spot des poubelles au niveau de Gênes, qui aujourd'hui, c'est devenu une place, j'allais dire, un peu connue, voire très connue. C'est le PMU du village. On s'est fait virer par la police l'année dernière, d'ailleurs, par exemple. Mais par exemple, le spot des poubelles, c'en est un. Autour de Lyon, il y en a aussi. Qui font que des fois on va y aller et puis il y a des fois on sait que on va pas forcément aller sur ce lieu-là parce qu'on veut vraiment avoir un objectif précis et on sait que quand on retrouve d'autres personnes qui font la même passion que nous, on va échanger, on va avoir cette euphorie commune qui fait que parfois on va délaisser un petit peu l'objectif premier et parfois passer à côté de la track sur laquelle on était venu. Donc c'est pas par ego ou je ne sais quoi, c'est vraiment des fois pour se dire non, je veux être focus jusqu'au bout sur mon objectif premier. Et voilà, et des festivals comme celui-ci permettent justement de se rencontrer, de partager la passion, donc ça c'est vraiment cool. À travers une chasse, alors que ce soit en France ou dans un autre pays, où vous êtes déjà obligé de dire stop, allez là je rentre, même si la situation orageuse continue, parce que vous êtes fatigué, parce que il faut aller se reposer pour la situation qui peut peut-être être encore plus intéressante le lendemain. Parce qu'on a un travail, tout simplement. Parce qu'il y a un travail. Oui, l'année dernière, moi j'ai un souvenir amer d'un départ d'Italie juste avant que vraiment la situation explose. Il y a eu des photos magnifiques qui ont été faites par certaines personnes ici présentes. Avec les potes, c'est ça. C'est toujours le risque de toute façon de faire de grandes distances, de se dire on sait qu'on bosse dans 2 jours, mais on prend quand même le risque parce que la situation est intéressante. C'est Mère Nature qui décide de ce qui se passe et on n'est pas toujours payé à juste titre, malheureusement. Et c'est vrai que sur cette situation-là, il y avait pas mal de personnes qui étaient descendues, qui avaient fait le déplacement depuis très loin et qui sont rentrées finalement en bredouille quasiment. Et voilà, c'est le risque. Des fois, on est obligé de rentrer à la maison pour si j'étais riche. C'est ça. Alors justement, quand on part comme ça, peut-être pendant plusieurs journées aussi sur les routes, derrière une situation orageuse à venir, comment ça se passe? On dort dans sa voiture, on prend un hôtel, on prend un Airbnb. J'ouvre la question pour les personnes qui découvrent aujourd'hui, évidemment, les chasseurs d'orage. J'allais dire, aux États-Unis, c'est hôtel-motel, puisque généralement on est plusieurs dans les véhicules. Après en solo, on va avoir souvent des chasseurs qui se mettent à dormir dans leur voiture. Nous par exemple, on est parti 10 jours en Italie avec Gwen en septembre 2024. Là pour le coup, ayant un petit peu l'expérience du van ces dernières années, j'ai mon véhicule qui a été aménagé pour pouvoir justement avoir la compacité d'une petite voiture, tout en permettant de pouvoir dormir dedans.
c'était aussi un peu un challenge que j'avais vendu à Gwen en disant écoute, on va essayer de faire 10 jours, 9 nuits sans escale hôtel. Et ça s'est très bien passé, que ça soit d'un point de vue justement gestion de track, on va dire restauration, pouvoir dormir, se reposer, se laver aussi, vous inquiétez pas, on est resté très propre pendant 10 jours. Et non, ça a vraiment été étudié pour pouvoir justement optimiser tout ça et se ressourcer au maximum, parce que effectivement ça reste important, dormir allongé sur un siège inclinable ou en fœtus dans sa voiture, il arrive un moment, non c'est plus possible. Oui, bah, moi j'apporte un peu mon expérience par rapport au sujet, j'ai pas de vanne. Et c'est vrai que quand on fait un road trip sur plusieurs jours ou même sur plusieurs semaines, voilà, l'été dernier on a fait 3 semaines, on a dormi qu'une seule fois dans un lit. Et sinon le reste du temps c'était tente ou belle étoile sur du matelas de trek. Et ça a aussi ce petit charme du road trip. Et en vrai, c'est pas négligeable. Ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure et ça a ce côté aussi, voilà, c'est full dépaysement, on n'a pas de confort, mais on est bien comme ça aussi. Après, je dis pas, ça fait plaisir de rentrer à la maison aussi. Voilà. En fait, on aime souffrir, en fait. Ouais, c'est ça. Un autre danger auquel je pense, mais quand on part notamment sur des petits road trips comme ça, sur plusieurs jours, on trimballe beaucoup de matériel qui est souvent assez coûteux. Risque Et du il vol. faut être très attentif à ça parce que on va dire qu'une mauvaise rencontre peut vite arriver. J'ai peur de dire une bêtise, mais il n'y a pas eu déjà un précédent de chasseurs français qui étaient partis aux États-Unis. Il y a eu je crois qu'il y a eu un précédent. Voilà. Autre petite question, moi j'ai. Oubli de sac. Ouais, mais non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors comment vous faites? Évidemment, tout le matériel est sorti de votre véhicule systématiquement. En fait, ce qu'il faut savoir, je reviens par rapport à la personne que ça a cité, c'est que la fatigue a fait qu'en fait, il a laissé son sac photo devant la chambre d'hôtel, truc bête, hein, mais il s'en est pas rendu compte, il l'a laissé devant la chambre d'hôtel et il a claqué la porte, il était se coucher avec le sac photo devant. La fatigue littéralement, donc ça c'est encore un des dangers de la fatigue, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément concentré dans ce qu'on fait des fois et il faut rester focus parce que sinon c'est là que tu fais les plus grosses conneries, quoi. Et pourtant, c'est une autre culture aux États-Unis parce que nous, ça nous est arrivé de laisser même des caméras au pare-brise, dormir au motel, on les retrouvait quoi, parce que la fatigue fait qu'on les oublie, on oublie des trucs, on retrouve. On voyait des pick-up avec le matériel, rien n'était piqué le lendemain. J'allais dire en France c'est un peu différent ou même ailleurs ça peut être différent. Mais effectivement, ne rien laisser dans les voitures, c'est d'ailleurs même une simple pause dans un restaurant ou un fast-food pour pouvoir se restaurer, ça dure une demi-heure, 1 heure. En règle générale, le sac photo, il est pris avec nous pour pouvoir justement s'éviter toute déconvenue au retour à la Même voiture. ne serait-ce que la pause pipi de 30 secondes sur une aire d'autoroute, on prend le sac à dos, quoi. Une autre question avant je pense qu'on va pouvoir lancer une belle séance de questions-réponses. L'adrénaline, moi j'ai eu la chance d'accompagner quelques chasseurs d'orage. C'est vrai que quand on est face à un orage, c'est incroyable. Je pense qu'on a tous vécu l'adrénaline durant le week-end en regardant des projections. C'est un ennemi ou c'est un ami, l'adrénaline? Moi, je dirais plus que c'est un ami quand même, parce que voilà, en vrai déjà, on fait ça pour ça. Je pense que la chasse à l'orage et tous ceux qui le font, en tout cas de façon active et dynamique, recherchent l'adrénaline. Voilà, on est face à des phénomènes qui peuvent être destructeurs, qui peuvent détruire, donner la mort, etc. Donc voilà, on sait à quoi on a affaire et on est là pour ça. Donc voilà, après par rapport à la fatigue aussi, désolé. Par rapport à la fatigue, c'est aussi un ami parce que voilà, l'adrénaline, ça repousse les limites, quoi. Après, je pense qu'on a tous conscience qu'en allant chasser les orages et en essayant de les approcher au plus près, on joue toujours avec une limite qui est assez floue et on se fait toujours des petites frayeurs parce qu'on veut toujours attendre le prochain éclair qui sera peut-être un peu plus proche et voilà, on joue toujours avec le danger. Et je pense qu'on en a tous conscience, mais voilà, c'est une réalité. Faut aussi bien se connaître soi-même, c'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, il y a toujours cette deadline, cette zone rouge qu'il faut absolument pas franchir, mais pour ça, il faut bien se connaître. Effectivement, il y a, comme le disait Émeric, il y a cette adrénaline qui va nous tenir, donc c'est le bon ami, celui qui sur l'instant T va faire qu'on va être hyper réactif, avoir en règle générale les bons réflexes ou les bonnes intentions dans nos déplacements, et qui va faire qu'on va rester lucide. À l'inverse, Alexis l'expliquait en introduction, ça peut être l'ennemi, c'est-à-dire que cette adrénaline, elle nous a tellement consommé de l'intérieur que
pensant pouvoir arriver jusqu'au prochain objectif qui est ne serait-ce qu'une station d'autoroute à 5 bornes, on peut se mettre complètement à l'envers et malheureusement y laisser notre peau. Donc il faut absolument bien se connaître pour ça et ouais, l'adrénaline, oui. Vraiment une dernière question de ma part. Je pensais à ça, il y a beaucoup de personnes curieuses qui sont venues à travers, durant ce week-end, découvrir la passion des chasseurs d'orage, la passion pour la météo. Il y en a certains qui vont peut-être être tentés de vous rejoindre sur les routes, mais ça se fait pas n'importe comment. Quels conseils vous pourriez leur donner ? Alors le premier, ça serait d'aller sur le site chasseurorage.com. Il y a plein de dossiers qui ont été réalisés par des chasseurs d'orage qui sont présents au festival ce week-end. Je pense notamment à Tristan Bergen, à Christophe Asselin et à Maxime Daviron qui ont fait des dossiers sur la photographie, sur la vidéo, sur la prévision et sur la sécurité. Les dossiers sont très bien réalisés, très bien documentés, donc ça peut être déjà une première base pour creuser un petit peu toutes les informations et tout ce qu'il y a à savoir. Moi, j'ajouterais que pour commencer la track à l'orage, il ne faut pas se lancer des longues distances, enfin partir sur des tracks à longue distance. Généralement, on commence autour de chez soi, on connaît bien le terrain autour de chez soi, des points de vue, et puis on se lance, voilà, on part une après-midi, soirée, et puis on part après un petit peu plus loin peut-être sur plusieurs jours. Mais il faut y aller crescendo parce que vouloir aller trop vite, trop loin, on risque de créer l'effet inverse et se mettre dans le mal. Donc voilà, y aller progressivement en tout cas. Moi, mon petit conseil par rapport à ça, je ne vais pas dire la même chose que mes collègues parce que voilà, je suis absolument d'accord avec ça. Et moi, je dirais clairement qu'il ne faut pas avoir forcément d'attente précise quand on commence, quand on voit tout ce que des gens qui sont expérimentés peuvent faire. Voilà, on a affaire à la nature, elle donne ce qu'elle a envie de te donner et juste prends-le, genre kiffe le moment, ça c'est le plus important. Et ne te dis pas je vais faire la photo de ma vie à chaque fois que tu sors. C'est pas grave, il y a des moments où tu seras déçu et des moments où tu seras super heureux. Mais voilà, il faut juste se contenter de ce que tu peux avoir et ce que la nature peut te donner à un instant T. Et pour moi, ça c'est la chose la plus importante dans l'orage. Voilà, genre se satisfaire de ça quoi, clairement. Moi, je rajouterais un petit truc, c'est si vous voulez, entre guillemets, devenir chasseur d'orage ou du moins apprécier les éléments, c'est d'abord commencer par les observer en fait. C'est-à-dire qu'avant de commencer à faire de la photo ou de la vidéo, c'est sortir de chez soi, pas forcément très loin. Il y a une prévision avec des orages qui sont prévus aux alentours de chez vous. Vous posez, vous observez en fait les déplacements, comment se forme un orage, mais hors internet, c'est-à-dire comment se forme un orage devant vous. Et à partir du moment où vous avez compris de comment se forme un orage, les déplacements, etc., vous pouvez commencer à faire de la photo. Vous pouvez toujours faire de la photo, entre guillemets, pour immortaliser le moment, mais pas vraiment se focaliser d'abord sur la photo, mais d'abord sur le moment et comment ça se forme. Et après, faire de la photo. Je dis ça parce que justement, l'erreur que j'ai fait, c'est de commencer par la photo. Et ça m'a coûté, entre guillemets, quelque chose. Et oui, pardon. Je voulais juste ajouter un truc, parce que hier, j'ai une maman qui est venue avec son fils et qui, justement, était pas très rassurée de voir son enfant... de 21 ans tout de même, partir tout seul aux orages. Il n'y a pas d'âge. Ce que je peux comprendre. Mais du coup, le conseil que j'ai donné, enfin, elle espérait grandement en tout cas pouvoir avoir des chasseurs professionnels, pour reprendre ces termes, qui accompagnent son enfant pour pouvoir justement l'expérimenter et pouvoir le propulser tout seul. Il faut savoir que pour les États-Unis, par exemple, il existe des tours qui se font. Donc généralement... Ce qui n'a pas empêché des accidents, malgré des tours... des incidents, mais les tours sont faits pour ça. Et en France... alors je ne sais pas pour mes copains si c'est ça, mais de mon côté, j'ai déjà eu des demandes pour pouvoir partir. On aimerait répondre favorablement. Malheureusement, c'est souvent compliqué parce que moi, quand je pars avec des gens, c'est des gens que je connais bien. Gwen, je le connais bien. Jérémy, je le connais bien. Alexis, je le connais bien. Donc ça peut être, voilà, enfin, il faut vraiment bien connaître les personnes avec qui on part parce que enfin, l'orage, c'est pas anodin comme phénomène météo. Donc il faut aussi se connaître soi, mais aussi connaître avec qui on part. Les amis, sachez que vos mamans sont quand même inquiètes quand vous partez aux orages. Non, je pense qu'elle est à un stade en fait où de toute façon elle sait qu'un jour je vais crever foudroyé, donc à mon avis... Ouais, pour rebondir avant de vous laisser la parole sur ce que tu as dit, Aymeric, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que durant toutes ces conférences animées par les chasseurs d'orage, moi personnellement je les ai trouvés très humbles et ils n'ont pas hésité à dire qu'en effet il y avait beaucoup de déchets dans les photos et qu'on n'avait pas comme ça une photo exceptionnelle et c'est important de le rappeler. Encore merci à eux. Merci à vous quatre.
Voilà. Et si vous avez des questions, je vais vous passer le micro et on a une dizaine de minutes pour échanger, pour que vous puissiez échanger avec ces 4 chasseurs d'orage. Merci. Bonjour, merci à tous. Une question très rapide sur la voiture, c'est un abri absolu ou parce que j'ai lu quelque part que sur un impact très puissant, une voiture pouvait quand même être détruite Alors c'est l'abri le plus sûr qu'on ait avec le principe de cage de Faraday. Si jamais la voiture est impactée par la foudre, elle va se propager par la carrosserie, par la structure métallique de l'orage et va ressortir sous le véhicule en formant un arc électrique entre le châssis et le sol. D'ailleurs, il y a un petit peu un effet Mandela à ce propos. On a j'entends souvent des gens qui disent que la voiture, ça nous isole par les pneus en caoutchouc. Alors c'est vrai que le caoutchouc, c'est pas très bon conducteur, mais en fait, c'est tout l'intérêt de la protection de la voiture, c'est justement à cause de grâce à l'effet de cage à Faraday. Et c'est justement si la voiture est impactée, ça ressort en dessous. Une fois qu'on a dit ça, c'est l'abri le plus sûr, c'est pas l'abri garanti. On a déjà eu des exemples de voitures, notamment le souvenir d'un pick-up aux États-Unis qui a été foudroyé, la foudre est tombée par le pare-brise et a littéralement explosé l'intérieur du véhicule. Donc même si c'est l'abri le plus sûr, il reste malgré tout encore un petit risque. Et je rajouterais juste un petit truc, pensez à bien fermer les fenêtres. C'est bête, mais vraiment il faut qu'en fait tout soit isolé, les fenêtres fermées, la ventilation coupée. Bonjour, merci à vous. Juste une question pour ceux qui veulent commencer la traque aux orages. Qu'est-ce que vous conseillez comme matériel? Parce qu'on va quand même pas directement acheter un appareil photo à 600 balles, un truc de ce genre-là. Est-ce qu'un simple téléphone, smartphone peut suffire? Auquel cas, comment le programmer? Qu'est-ce qu'il faut comme paramétrage de base? Je vais tenter de répondre à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être tous témoins, et j'allais dire photographes d'un orage. Maintenant, avoir de la foudre avec un téléphone en photo, 2 jours, bonne chance. Voilà, ça va être très compliqué. Même de nuit, j'ai envie de te dire. De nuit, on peut. Maintenant, sur certains, il y a les modes pause longue, tu peux tricher. Non, j'allais dire, 2 jours, ça va être compliqué. Maintenant, pour pouvoir faire de la vraie photo d'orage, alors vraie avec des guillemets, hein, une photo qui peut vraiment être tirée et faire vraiment quelque chose de beau, il faut quand même un minimum de matériel. Il faut un trépied, il faut une cellule de déclenchement et dans l'idéal, un boîtier réflexe, même entrée de gamme, tant qu'il y a une prise télécommande et un mode rafale. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur l'atelier qu'on a réalisé avec Gwenaël Dor. Il y a certaines caractéristiques techniques qui imposent du matériel un petit peu évolué pour pouvoir réaliser ce genre de photos. Alors, on voit aussi un peu popper de ce que j'appellerais pas forcément des photos, mais des captures d'écran qui sont justement réalisées avec les téléphones, où on vient filmer la scène, il y a un impact de foudre, et puis on vient s'arrêter pile au moment où on voit l'impact de foudre, et on fait un screen de ce qui apparaît. Moi, je suis pas trop à dire que c'est une photo, c'est une capture d'écran, voilà. Et en règle générale, c'est pas très esthétique parce qu'on va avoir on va avoir l'effet du rolling shutter de la caméra. C'est les fameuses bandes qui vont découper un peu notre image et qui sont vraiment très disgracieuses. Je rajouterais que pour s'équiper, en ce moment, c'est particulièrement intéressant. On a une bascule dans la technologie des boîtiers photo. On passe du réflexe à la technologie hybride. Et il y a du coup une masse de matériel d'occasion qui est très très intéressante pour qui voudrait s'équiper à petit prix, que ce soit sur du boîtier d'entrée de gamme ou même haut de gamme. On a des tarifs qui ont beaucoup baissé. Et c'est du matériel qui faisait des photos absolument magnifiques il y a encore 15 ans et qui les feront encore dans 15 ans. Merci pour tous ces échanges. Je me demandais si, on parle souvent dans le code de conduite des chasseurs de devoir quelque part arrêter la chasse au moment où on voit des sinistrés pour potentiellement leur venir en aide. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être notamment aux États-Unis? Et si oui, comment ça s'est passé?
Alors moi j'ai pas eu le cas d'avoir vraiment des sinistrés en fait à ce moment-là, mais par exemple il y a une personne l'année dernière où j'ai fait une super cellule dans le Nebraska avec des grêlons qui faisaient plus de 8 cm dedans, minimum, je sais pas presque ce qui est tombé dedans, mais en tout cas c'était des gros. Et en fait cette personne-là, si vous voulez, je descendais une dirt road et elle est arrivée en face pour rentrer chez elle. Et je l'ai arrêtée et j'y ai dit mais en gros vous allez dans le danger quoi en gros. Elle m'a dit mais je m'en fous, j'ai ma maison. Et j'ai dit, mais il y a tout, il y a potentiellement une tornade, il y a de la grêle, il y a tout ce qu'il faut, donc j'ai essayé de la prévenir, mais la personne s'en foutait, elle est partie, je ne pouvais pas la retenir, entre guillemets. Après, aux États-Unis, par exemple, des chasseurs comme Red Timer ou d'autres bien connus, effectivement, quand il y a une tornade qui passe vraiment très proche d'eux, qui est sur une trajectoire d'une maison ou d'un bâtiment, etc., ils s'arrêtent et ils demandent justement est-ce que tout le monde va bien. Enfin, ils demandent s'il y a quelqu'un qui vit dedans et ils essaient de regarder dans les débris s'ils voient rien, quoi. Après, malheureusement, c'est souvent les secours, grâce à des chiens et compagnie, qui iront faire des recherches plus approfondies, quoi. Mais ça peut mettre un gros frein à la chasse, ouais, tout à fait. C'est naturel, j'ai envie de dire, c'est humain, quoi. Déjà, merci pour la discussion. La question, ou plutôt les anecdotes que j'aimerais entendre, c'est un des dangers que vous n'avez pas évoqué, c'est, donc il y a la grêle, la pluie, etc., mais c'est aussi les autres. Les personnes qui ne veulent pas qu'on soit sur leur terrain ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à partager, par exemple, sur ça? Ça te rappelle pas le paysan l'année dernière? Oh oui. Nice. Je te laisse le raconter. C'est pas une bonne idée de rester garé au milieu de la route. Quand bien même aux États-Unis, ça serait une dirt road et ils ont la gâchette facile, ils ont l'alcool mauvais et on peut se faire vivement engueuler. Et pour rebondir sur la gâchette facile, j'ai une anecdote assez cocasse quand même, qui m'a valu une très bonne frayeur en compagnie de mon ami Gabriel qui se trouve là. C'était pas aux États-Unis, c'était bien en France, hein, dans le centre, là, vers Vierzon, là-bas, un peu dans les forêts. Oh, mais c'est pareil. c'est la même. Et on s'arrête en plein milieu d'une carrière, en vrai, on va appeler ça une carrière, parce que c'était un peu notre dernier spot disponible. On s'arrête et il y a un hameau pas très loin et littéralement on s'est fait tirer dessus. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est très. Hein? T'étais pas au Texas? J'y ai cru à un moment donné. Texas France. Non, mais ça peut arriver. C'est vraiment le genre de truc. Mais c'est très rare, quoi. Mais c'était l'anecdote. Voilà. Eh ben, merci à vous. Vous pouvez les retrouver évidemment dans les allées du festival. Juste pour terminer, est-ce que vous pouvez rappeler les endroits où on peut vous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux pour suivre vos aventures? Eh ben, principalement sur Instagram en ce qui me concerne, Alexis Maillard Photographie et également site internet aleximaillard.com. Pour moi, ça sera donc sur Instagram et YouTube, Les Colères du Ciel, tout simplement. Pour moi, ce sera Instagram, Emeric Humberti Storm, tout simplement. Voilà. Et bien moi, ça sera Gwenaël Agen, sur Instagram aussi, mais quand je poste des photos, parce que du coup, je les traite en principe 6 ans Jamais, après. c'est faux, il ne poste jamais cet homme-là. Non, c'est que je prends pas le temps, c'est tout. Merci en tout cas beaucoup à vous. Merci, pour Kevin. Merci à toi. Ce beau moment d'échange. Voilà, dans quelques instants, on va démystifier un petit peu les règles, les comportements que l'on doit adopter à l'approche d'un orage. Alors, on a beaucoup parlé de la chasse aux orages, mais aussi chez nous, au cœur de nos domiciles. Ce sera avec Stéphane Schmitt de Météo Orage, filiale de Météo France. À tout de suite.